Il y a 3 grands thèmes, l'infection VIH, la pédiatrie avec un focus particulier sur un thème qu'on veut développer qui est la transition vers l'âge adulte chez les jeunes atteints de maladies chroniques graves, et puis reproduction et grossesse. Alors, sur l'infection VIH, je vais juste faire le focus sur quelques thèmes particulièrement. Il y a pas mal d'études sur le VIH. Au niveau méthodologique, on a des cohortes. On fait des essais randomisés, voire même des essais d'intervention avec ce que fait Bertrand Auvert en Afrique du Sud. Il y a des études de population et puis des collaborations européennes et internationales. Sur la circoncision en Afrique du Sud, l'équipe de Bertrand et Bertrand a montré le rôle protecteur de la circoncision vis-à-vis de la prévention de l'acquisition de l'infection VIH. Ces résultats ont été... Il y a eu 3 essais randomisés en Afrique qui ont montré à peu près la même ampleur de diminution du risque. Et actuellement, depuis plusieurs années, il a mis en place des études pour évaluer la faisabilité de l'implémentation de ces programmes de circoncision en population générale et l'impact en population générale sur l'incidence du VIH chez les hommes, mais aussi chez les femmes. Voilà. Donc Bertrand est désolé, il ne peut pas être là, il est dans une réunion à Genève. En France, dans l'équipe VIH côté adulte, on s'occupe de pas mal de choses. Moi, j'ai choisi de vous parler de la thématique du contrôle viral. Les sujets infectés par le VIH qui contrôlent spontanément leur infection sont très rares, à peu près 1% des files actives. C'est quand même un phénomène extrêmement intéressant parce que c'est quelque chose qui est pas loin de la guérison fonctionnelle. Donc on a bien envie d'en comprendre les mécanismes et d'être capable de l'induire surtout. Donc on a fait pas mal d'études observationnelles au sein de la cohorte primo, qui est une cohorte qui suit les sujets depuis leur primo-infection, donc presque tout de suite après leur contamination. Et ça nous a permis d'identifier quelques rares sujets contrôleurs spontanés et de voir que le contrôle s'établit en général précocement après la contamination. On a aussi mis en place des études ad hoc de contrôleurs spontanés pour mieux comprendre les rôles respectifs de la réplication résiduelle des blips viraux et de la baisse des lymphocytes CD4. Et on est encore en train d'essayer de comprendre ça. Donc ça veut dire que ce sont des recherches qui doivent être multidisciplinaires au sens avec des virologues et des immunologistes, et c'est ce qu'on a fait au sein de la cohorte Codex, qui est une cohorte qui inclut des sujets contrôleurs. Et puis, comme ce sont des sujets rares, on a aussi proposé ce thème dans une large collaboration européenne à laquelle à peu près tous les groupes importants VIH participent. Et puis on s'intéresse, donc comme je vous l'ai dit, aux moyens d'éventuellement induire ce contrôle, qui ne serait plus donc un contrôle spontané, mais un contrôle induit avec des thérapeutiques qu'on pourrait arrêter et où les sujets continueraient de contrôler après l'arrêt. C'est ça l'idée. Voilà. Et puis, les sujets que l'on se pose actuellement, les préoccupations qu'on a actuellement dans l'équipe, c'est vraiment comment les sujets évoluent avec une infection VIH contrôlée sur le très long terme. Et donc, on peut même aller jusqu'à parler de vieillissement. Et donc, on est en train de rechercher activement, et on les a trouvés, on cherche surtout des financements là, pour des comparaisons avec des cohortes non infectées pertinentes. Enfin, pertinentes pour ce sujet-là. Et puis, dans le même registre du pronostic à très long terme, Josiane va vous en parler, on développe des études sur le pronostic à très long terme de jeunes adultes qui ont été contaminés à la naissance par le VIH et qui ont maintenant 25 voire 30 ans. Alors, juste pour revenir sur un petit mot de contexte, la transmission mère-enfant du VIH, la prévention de la transmission mère-enfant du VIH est un succès majeur. Actuellement, la transmission qui est passée de plus de 20 à 40% à moins de 20% dans tous les pays qui ont accès au traitement pendant la grossesse. Et c'est à peu près 2/3 maintenant des femmes dans les pays du Sud et toutes les femmes presque dans les pays du Nord. Et on a montré aucune transmission sur 2500 femmes dans la cohorte française lorsqu'elles étaient traitées depuis le début de la grossesse et qu'elles avaient un contrôle virologique. Donc vraiment grand succès.
Donc quels sont les enjeux qui restent sur cette question? Eh bien, deux gros enjeux. En dehors des questions des accès insuffisants à la PPME, c'est finalement la santé et le devenir à long terme des enfants nés de mères séropositives. Donc l'immense majorité, donc des millions dans le monde de ces enfants sont non infectés. Ils sont non infectés et on a montré récemment dans les travaux de la cohorte française, par exemple, que l'AZT, que pratiquement tous ces enfants ont reçu pendant, enfin, la mère a reçu l'AZT pendant la grossesse, est cardiotoxique. Donc ça renvoie un peu à la question sur la chimiothérapie, certaines chimiothérapies qui ont une cardiotoxicité à long terme. Cette cardiotoxicité, on a des gros arguments pour penser qu'il y en a une. Ce qu'on ne sait pas, c'est le devenir à long terme de cette cardiotoxicité. Et le principal problème, c'est qu'ils sont perdus de vue totalement, ces enfants. Une fois qu'on a le diagnostic de séronégativité, ils sont séronégatifs, ils disparaissent du suivi, on n'a aucun moyen actif de savoir ce qu'ils deviennent. Ils ne sont pas au courant de la séropositivité de leur mère, et donc aucune enquête cas témoin par la suite ne pourra être faite, car ils ne pourront jamais raconter, et leur médecin encore moins, qu'il y a eu une exposition dans le passé à des antirétroviraux pendant la grossesse. Et la deuxième grosse question, c'est les enfants infectés, une minorité maintenant en France, mais encore c'est encore un grand nombre d'enfants dans le monde, et c'est la première génération qui atteint l'âge adulte, et on n'a absolument aucune idée du pronostic, des conditions de la transition, du devenir à long terme de ces jeunes qui vivent avec le VIH depuis la naissance quasiment. Alors, on a un dispositif de cohorte, c'est en l'équipe la plus ancienne cohorte de couples mères-enfants, de femmes enceintes et de leurs enfants, plus de 22 000 couples mères-enfants depuis 1985. C'est une des plus grosses à l'échelle internationale, et donc on suit les enfants non infectés de façon active jusqu'à 2 ans, et les enfants infectés sont suivis jusqu'à 18 ans, et maintenant dans une nouvelle cohorte de jeunes adultes vivant avec le VIH depuis l'enfance, qui ont jusqu'à maintenant 30 ans à l'inclusion dans le suivi. Donc nos travaux portent toujours évidemment sur la question de l'efficacité de la tolérance, les traitements, la prévention de la transmission mère-enfant, mais surtout du devenir à long terme. Et on s'appuie maintenant de plus en plus sur des croisements de registres, avec des registres pour avoir le devenir au-delà de 2 ans, avec un tas de questions méthodologiques de ces croisements, puisqu'on a une base de données qui est anonymisée. Donc ça donne des complications méthodologiques particulières. Voilà. Et par ailleurs, il y a un certain nombre d'essais, d'études physiopathologiques, notamment des essais pour essayer d'évaluer des stratégies qui maintenant sont plutôt des stratégies d'allègement. Donc on sait être efficace avec des traitements, et on essaye d'évaluer des traitements moins lourds en termes de toxicité, sachant que les essais randomisés pendant la grossesse sont relativement difficiles à mettre en œuvre, assez rares, y compris ailleurs que dans le domaine du VIH. Et donc notre problématique principale qui va maintenant avoir des évolutions qui sortent aussi du VIH, c'est le devenir à long terme des enfants infectés, avec toutes les questions sur l'impact de la prise en charge médicale sur le pronostic à long terme, mais aussi comment se passe cette transition à l'âge adulte, le transfert en médecine adulte d'ailleurs, ils sont suivis en pédiatrie, ils passent en médecine adulte plus ou moins tôt, plus ou moins tard, et tout ce qui se passe à cette période sur finalement l'adhérence au traitement, les prises de risques en matière de sexualité. Ils se sont déjà infectés par le VIH quand ils ont leur premier rapport sexuel. Toutes les questions sur la perception du corps qui se mélange avec les toxicités des traitements. Et puis une question plus physiopathologique sur est-ce que l'acquisition périnatale du VIH, à un moment donné où on est immature sur le plan physiopathologique, mais on n'a pas de facteurs de risque cardiovasculaire, on ne fume pas, on ne boit pas d'alcool avant 15 ans, quelles sont les spécificités sur les problèmes de vieillissement accéléré. Et donc pour terminer, la perspective maintenant de recherche, là où maintenant on s'oriente, c'est sur l'évaluation de la place de la maladie chronique dans le devenir à long terme de patients atteints de différentes maladies chroniques, pas seulement le VIH, puisque finalement c'est une problématique qui n'est pas spécifique au VIH, c'est la question de la maladie chronique, et on s'intéresse aux maladies chroniques nécessitant un traitement ou un suivi médical régulier, donc en dehors de la situation des cancers qui sont plutôt un problème de surveillance, enfin,
peut-être pas seulement d'ailleurs, et de la maladie mentale ou des maladies mentales, pour lesquelles finalement il y a un effet direct sur la capacité de l'autonomie de ces jeunes. Donc on s'intéresse aux maladies chroniques graves et donc d'étudier comment se passe la transition et le transfert en particulier dans le service de médecine adulte et cette période de vulnérabilité. Donc il y a des premiers travaux qui ont commencé, en particulier avec Antoine Rachasse dans le cadre de sa thèse, et qui j'espère va pouvoir nous rejoindre ensuite dans l'équipe de façon plus pérenne. Et à la fois sur un travail de synthèse de la littérature sur les critères de succès du transfert, avec une très grande hétérogénéité, peu de données factuelles, et des premières études à partir de l'EGB sur cette population de malades, de jeunes vivant avec une maladie chronique grave. Voilà. Je passe la parole. Donc la troisième partie de ce qu'on fait dans l'équipe concerne la reproduction, la santé de l'enfant. Ça ne concerne pas le VIH, mais nos liens avec le reste de l'équipe viennent de nos préoccupations communes à ce qui se passe pendant la grossesse et au devenir de l'enfant ultérieurement, et en particulier ce qu'a dit Josiane tout à l'heure sur les questions de transition entre l'enfant et l'adulte nous intéresse aussi pour d'autres pathologies, bien sûr, pour d'autres pathologies que le VIH, mais pour des pathologies chroniques qui peuvent intéresser aussi les pédiatres de l'équipe. Alors, ça se sépare en deux parties. Une partie qui est plus liée à l'épidémiologie et au traitement de l'infertilité, et puis l'autre partie qui est la recherche clinique, qui est d'ailleurs un des autres aspects qui nous lie au reste de l'équipe, puisque à peu près tout le monde dans cette équipe-là a des activités de recherche dans le domaine de la recherche clinique. Alors sur ce qui concerne l'infertilité c'est un problème fréquent, on peut dire, puisque quand les chiffres dont on peut disposer montrent qu'il y a à peu près 20 à 25% alors je ne sais jamais trop s'il faut dire des femmes ou des couples, parce que ça dépend un peu sur qui les événements ou les choses ont été mesurées, mais en tout cas au cours de leur vie, 20 à 25% des femmes sont confrontées à des problèmes d'infertilité, pas si faciles finalement à définir quand même par ailleurs. Et ce qui nous intéresse, c'est dans le parcours de la prise en charge de l'infertilité, ce qui se situe surtout au début. Au fond, on connaît relativement bien ce qui se passe quand les couples ou les femmes rentrent dans l'assistance médicale à la procréation, la fécondation in vitro, etc. On sait moins ce qui se passe au début, et c'est à ça qu'on essaye de s'attaquer, c'est-à-dire qui décide de médicaliser le problème. Je l'ai écrit exprès comme ça, on en a discuté sur d'autres aspects tout à l'heure. Est-ce que l'infertilité c'est un problème de santé? Est-ce que c'est un problème qui relève de la médecine ou pas? C'est pas tout à fait facile à trancher. En tout cas, beaucoup de femmes, au bout d'un moment, ou beaucoup de couples, consultent des médecins, et donc il y a un moment donné où c'est médicalisé. Donc quand est-ce que ça commence? Qui s'en occupe? Est-ce que c'est plutôt des médecins généralistes, plutôt des médecins spécialistes? Quel type de traitement sont donnés? Quelle est la séquence des traitements, et notamment quel est le premier traitement qui est donné? C'est des choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas si des examens préalables sont faits, on ne sait pas si directement des femmes ont des inducteurs d'ovulation ou des hommes ont des traitements spécifiques, ou si directement une partie des gens vont dans le cycle d'assistance médicale à la procréation. On s'intéresse ensuite à la santé des enfants qui sont nés après assistance médicale à la procréation. Il y a un certain nombre de choses qui maintenant sont connues sur des grandes bases de données. On sait qu'ils ont plus de prématurité, plus d'hypotrophie. Des questions ne sont pas réglées sur ce qui se passe à plus long terme, sur le développement de ces enfants. Il n'y a pas d'inquiétude majeure particulière, mais il y a un besoin, on comprend bien, de surveiller ces aspects-là. Et notamment, une des questions qui se pose, qui n'est pas résolue, qui est de savoir, quand on trouve des pathologies ou des dysfonctionnements plus importants éventuellement chez les enfants nés par AMP, est-ce que c'est à cause du traitement ou est-ce que c'est à cause de l'infertilité sous-jacente qui peut aussi avoir des conséquences sur l'enfant lui-même. Et on comprend bien que les médecins d'AMP sont très intéressés par ça, parce qu'ils ont surtout envie qu'on leur dise que ce n'est pas de leur faute si les enfants ont des problèmes après, mais que c'est à cause de l'infertilité sous-jacente. Enfin, je caricature les choses comme ça, mais il y a vraiment un intérêt à regarder ces affaires-là derrière. Alors on s'appuie sur des grandes cohortes, certaines auxquelles on est
enfin, on a participé un peu à toutes ces cohortes-là. Pour la cohorte fécond, qui est une cohorte alors moi je ne sais plus comment il faut les appeler, j'appelle équipe 7, je vais me faire gronder, mais je ne sais plus comment il faut l'appeler de son petit nom, équipe 7. Sexualité, soins. Sexualité et soins. Et soins, voilà. Vous allez voir ça juste après. Donc l'équipe Sexualité et soins qui a monté l'étude Fécond, qui est une étude qui s'intéresse chez des hommes et chez des femmes à la vie sexuelle, aux difficultés d'avoir des grossesses, notamment pour ce qui nous intéresse, et on est participé largement au questionnaire et maintenant on participe à l'analyse de l'enquête. L'étude Constance que vous devez connaître, qui est cette grande étude de cohorte fondée sur des personnes tirées au sort dans l'assurance maladie, et dans lequel également il y a des questionnaires qui ont été posés spécifiquement sur les problèmes de reproduction, et elle, ce qui est une grande étude de cohorte regroupant 20 000 enfants à la naissance, et qui sont suivis au cours du temps. Ils doivent avoir aujourd'hui 4 ou 5 ans, je crois, et donc on peut commencer à s'intéresser à leur devenir. Pour les problèmes d'infertilité, en gros, ce qu'on a comme notion, c'est qu'il y a 5% des enfants qui naissent après un traitement d'infertilité, que ce soit un traitement médicamenteux comme les inducteurs d'ovulation, c'est à peu près la moitié, et l'autre moitié c'est fécondation in vitro. Donc vous voyez, sur une cohorte de 20 000, ça fait 400 à peu près. Donc à la fois on peut faire des choses et à la fois c'est pas considérable non plus. Alors en ce qui concerne le volet recherche clinique, on a des activités dans le domaine de l'obstétrique, de la gynécologie et la pédiatrie qui se font en association avec le service de gynécologie obstétrique, la maternité de l'hôpital de Bicêtre ici, qui est une très grosse maternité avec environ 3 000 à 3 500 accouchements par an. Et puis le service de pédiatrie, on travaille avec le service de pédiatrie d'Antoine Béclair, Vincent Gajdos qui travaille avec nous dans ce domaine-là. Alors c'est essentiellement des activités sur des essais thérapeutiques sur lesquels on travaille. En obstétrique, on est surtout intéressé par les problèmes liés à obésité, diabète, avec un essai qui est en cours sur la prise en charge du diabète gestationnel, et avec, alors le reste c'est pas des essais, excusez-moi, c'est pas uniquement des essais qu'on fait, grossesse et obésité, c'est des études d'observation sur les conséquences de l'obésité sur le déroulement de la grossesse et sur l'accouchement. Et puis la macrosomie fétale, c'est des bébés qui naissent au-delà de 4,5 kg ou 5 kg, et voir les conséquences que ça a à la fois sur l'accouchement et sur le devenir de l'enfant après. Dans le domaine de la gynécologie, les choses commencent, ne sont pas encore construites, elles sont en cours de développement. L'objectif, c'est de s'intéresser à quelle place peut prendre la chirurgie ambulatoire. Ambulatoire, c'est les personnes qui sont opérées ou traitées et qui ne font pas de séjour hospitalier à proprement parler. Ils viennent pour la journée, ils repartent le soir. Donc il y a des aspects de faisabilité. Pour un certain nombre de cas, c'est pas complètement acquis que ce soit possible de faire ces chirurgies de cette façon-là. Et puis bien sûr, il y a des aspects économiques. On a commencé un peu à discuter de cette question-là avec l'équipe économique. Et sur les aspects pédiatrie, les principales des choses qu'on fait concernent les infections aiguës du nourrisson, avec là aussi des essais thérapeutiques, soit sur les infections respiratoires, soit sur les infections bactériennes. Juste à titre d'exemple, un des essais qui a été fait, qui est terminé maintenant, sur l'efficacité de la kinésie respiratoire en cas de bronchiolite. C'est les nourrissons qui ont ces problèmes graves respiratoires qui les conduisent à l'hôpital, et pour lequel il y a des traitements antibiotiques, etc., qui leur sont donnés, mais il y a une des choses qui est faite, qui est la kinésie respiratoire. Ce qu'on a déjà vu, c'est impressionnant. Enfin, le kiné qui appuie sur le nouveau-né, on a l'impression qu'il va l'écraser. Et après, en principe, il va mieux. Cette étude a montré que ce n'était pas efficace, sauf peut-être dans certains cas, et là on reprend des choses qui ont été dites tout à l'heure, sauf peut-être dans certains cas, on a du mal à publier ces choses-là, parce qu'on est dans le cadre d'analyse sur des sous-groupes, etc. On ne sait jamais très bien si c'est démonstratif ou pas, mais l'idée générale quand même, c'était que pour la majorité des enfants, le mot efficace est compliqué, hein, comme d'habitude. Ça ne raccourcissait pas leur délai de guérison. Ils guérissent tous, hein, les enfants pratiquement, enfin tous, oui, pratiquement tous, de leur bronchiolite. L'idée qu'on avait après, c'était
essayer d'étendre cette étude en médecine de ville où la kinésie respiratoire est aussi utilisée pour des enfants pas hospitalisés. Pour le moment, ça en est encore au stade de réflexion. C'est assez compliqué d'imaginer comment on pourrait le faire, mais on n'a pas abandonné l'histoire complètement. Et puis il y a une chercheuse, Mariam Piram, qui travaille sur les maladies inflammatoires de l'enfant, qui a rejoint l'équipe il n'y a pas longtemps et qui travaille sur des cohortes, notamment de maladies de Kawasaki ou choses comme ça. Voilà ce qu'on fait. Merci quand même. C'est ça. Non, on fait pas mal d'enseignements, globalement nous tous, dans l'équipe beaucoup, et donc on est assez demandeurs de personnes qui vont proposer soit un séminaire à l'école doctorale sur santé mentale, je sais pas quoi, soit un cours de méthodologie pour renouveler le pouls des enseignants. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous manifester. Bien dit. Très bien. Pendant que l'équipe sexualité et soins s'installe, le temps d'une question. Oui, Marina. Bonjour, donc Marina Gleskov, équipe de 3e et 4e. J'ai une question pour Jean Bouillet. Est-ce que vous travaillez sur les maladies gynécologiques, et en particulier sur l'endométriose? Non, mais non plus. Non, voilà, c'est à peu près le résumé de la réponse, c'est ça. Mais pourquoi pas? Non, il y a des choses justement dans la chirurgie ambulatoire qui sont liées à ça, sur les traitements qui peuvent être faits pour les myoses notamment. Alors c'est pas tout à fait la même chose que l'endométriose, mais sur les myoses, effectivement, il y a des aspects comme ça qui sont liés d'ailleurs à la fertilité, mais l'endométriose c'est un peu un aspect qui peut... Pourquoi pas? Merci. Bien, bonjour. Je vais présenter d'abord l'ensemble de l'équipe Genre, Sexualité, Santé, qui a adopté comme surnom Sexualité et Soins, qui est dirigée par Virginie Ringat, ici présente, et moi-même. Alors, cette équipe donc, a vu une interruption, disons, de son fonctionnement il y a quelques mois, donc avec le départ de Nathalie Bajos. Et donc, les activités qu'on vous présente aujourd'hui représentent une charnière, dans la mesure où on est en train de reconstruire un programme d'équipe. Donc, ça peut vous apparaître un peu disparate, mais c'est normal, je dirais, dans la mesure où on est en train d'essayer de repenser un projet d'équipe. Donc cette équipe représente pas mal de monde, comme vous le voyez. Donc elle a la particularité d'avoir beaucoup de doctorants et de post-doctorants, et d'avoir des collaborateurs de recherche dans différentes institutions, à l'INED, dans différentes universités, des facultés de médecine et des facultés de sciences sociales, en France et à l'étranger. Donc toutes ces collaborations, ce sont des gens qui travaillent à 10, 15 ou 20% dans l'activité d'équipe sur différents projets. Alors, les thèmes de recherche sont principalement donc, autour de ce qu'on appelle la sexualité et la santé sexuelle et reproductive. Alors, le terme de santé sexuelle est le nouveau terme qui a émergé il y a une dizaine d'années dans le contexte de l'OMS pour parler de façon politiquement correcte de la sexualité, de façon audible par les institutions internationales. Ces thèmes sont traités de façon transversale dans une perspective de genre, c'est-à-dire prenant en compte la différence entre les sexes et les inégalités de genre, ainsi que les inégalités sociales. Et on travaille aussi beaucoup sur la nature et la qualité et les modalités de soins et les pratiques professionnelles à l'égard de la sexualité, alors dans des contextes dans lesquels les professionnels sont rarement formés aux questions de sexualité. C'est comme pour la santé mentale, et donc il est intéressant de voir dans quelles ressources les professionnels puisent pour pouvoir répondre aux questions de sexualité qui leur sont posées par leurs patients. Donc on travaille sur différentes professions de santé, les infirmières, pharmaciens, médecins généralistes, sexologues, gynécologues, etc. Et on travaille sur différentes populations,
comme vous voyez ici, donc des femmes, des hommes, des patients du VIH, des gays, des jeunes, des militaires, des personnes trans, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Alors, dans ce contexte-là, mon propre programme de recherche, qu'est-ce qui se passe ? Qui s'intitule Santé sexuelle et médicalisation de la sexualité, se décline en 3 pôles. Un pôle où on étudie dans une perspective de ce qu'on appelle désormais les Science and Technologies Studies, qui étudie les savoirs en matière de médecine sexuelle, de sexologie et de droit sexuel. Donc c'est une étude de l'histoire des connaissances et des médicales et psychologiques en matière de sexualité. Un deuxième axe, c'est l'étude des professions qui sont impliqués dans la prise en charge de la sexualité, et avec un gros pôle sur les sexologues, qui a été marqué par la réalisation d'enquêtes dans 7 pays européens et dans 5 pays d'Amérique latine, dans laquelle l'équipe a eu le leadership en fabriquant le protocole. On travaille par ailleurs sur, dans les rapports entre la médecine et la sexualité, sur un certain nombre de pathologies, le VIH-Sida, la maladie d'Alzheimer, le transsexualisme, le cancer et les atteintes médulaires. Donc on a vu sur un certain nombre de populations. Alors, je vais présenter à titre d'exemple et très rapidement le projet Santé et citoyenneté des personnes trans, qui est un de mes projets phares pour les 2-3 années à venir, qui a obtenu donc un financement important de l'ANRS et un autre financement moins important de l'Institut du genre, qui se mène avec des partenaires, Elsa Almas à l'université d'Agder en Norvège, Anna Ouziel à l'université de l'État de Rio de Janeiro et Paolo Valerio à l'université de Naples. Donc c'est un projet multicentrique où le protocole qui a été établi en France dans le cadre de la recherche financée par la DGS a été traduit et adapté aux conditions locales. Et je crois que ce qui est important de dire, que ce protocole est construit aussi bien dans l'identification des questions à poser que dans la collecte des données sur des partenariats avec les professionnels de santé et avec les associations identitaires de trans, de transsexuels et au Brésil de travestis, qui représentent un lobby politique extrêmement important qui est associé aux travailleurs du sexe. Donc c'est un recrutement qui peut être pensé en boule de neige ou en respondent driven sampling ou en time location sampling. Donc c'est vraiment un partenariat qui est fondé sur l'idée qu'en fonction du lieu dans lequel on recrute les participants à une enquête, ils auront des caractéristiques sociales différentes. Les trans qui sont recrutés par l'intermédiaire des médecins ne sont pas les mêmes que ceux qui sont recrutés dans une association politique de travestis. Et ça, l'enquête française l'a bien mis en évidence, et notamment sur les parcours de soins. On voit bien que les trans qui sont recrutés par l'intermédiaire des médecins spécialisés dans la prise en charge du transsexualisme ont plus souvent recours aux chirurgies de réassignation sexuelle que ceux et celles qui sont recrutés dans d'autres lieux qui, dans un certain nombre de cas, refusent la perspective du changement d'organes génitaux comme terme de leur parcours de transition. Alors ce travail sur les transsexuels, et notamment la mise en évidence de la relativisation de la prévalence des chirurgies génitales, a une dimension anthropologique qui va bien au-delà de la question des transsexuels, qui pose la question, qui fait apparaître que la possession de tel ou tel organe génital n'est plus la preuve d'une identité de genre. Et ça, certains médecins le savent bien. À la naissance, quand ils sont confrontés à des situations où les nouveau-nés ont des organes génitaux qui ne sont pas apparemment mâles ou femelles, ils sont très embêtés. Parce que le sexe est non seulement une identité biologique, anatomique, physiologique, endocrinologique, mais c'est une donnée légale. Et si on est dans l'incapacité d'identifier la nature de l'organe génital, on ne peut pas donner une identité civile à la personne. Donc ça pose un problème très au-delà de la question des transsexuels. Donc on a...
une équipe donc, de doctorants et de post-doc, donc Émilie Moreau qui termine sur les attitudes des médecins et des infirmières cancérologues par rapport à la sexualité, Lorraine Horry qui travaille sur les représentations de la sexualité des personnes Alzheimer, Sarah Mokadmi qui commence en partenariat avec François Giuliano comme co-directeur de la thèse sur la sexualité des femmes blessées médulaires, et Violetta Alarcón, qui est une sociologue de l'Université de Lisbonne, dont j'ai dirigé la thèse sur la sexologie au Portugal, et 3 post-docs, Gwenaëlle Domenech-Dorca qui est ici, qui travaille donc sur les enjeux individuels de la prévention chez les gays engagés dans la lutte contre le VIH-Sida. C'est-à-dire qu'on a observé qu'un certain nombre de gays impliqués dans la lutte contre le sida, c'est-à-dire qui fabriquent et qui conçoivent la prévention, se contaminent eux-mêmes actuellement, après 25 ans d'épidémie. Donc ça pose la question vraiment de savoir si c'est la connaissance, ce qui est le postulat fondamental de la prévention du sida, si c'est la connaissance qui protège de l'infection à VIH. Et dans ce cas-là, on mettra en évidence que ce n'est pas le cas. Voilà. Et Lucie Naïa qui devrait commencer donc un travail sur la vie sexuelle et les prises de risques chez les personnes sans domicile fixe à Paris, à NRS. Financement en cours. Je passe la parole à Virginie Ringa. Merci. Donc moi je travaille essentiellement, donc moi je suis médecin épidémiologiste de formation, et donc je travaille avec essentiellement 2 autres personnes, donc Laurent Rigal, qui est médecin généraliste MCU et qui a pris la direction du département de médecine générale de Paris 11, et Xavier Fritel, qui a un PUPH en gynéco-obstétrique à Poitiers. Et en gros, alors j'ai mis des ronds, j'ai pas mis de flèches parce qu'il y en aurait eu un peu dans tous les sens, et je vous donnerai quelques exemples. Donc on travaille sur la santé des femmes, les soins primaires, avec le plus souvent une perspective d'inégalité sociale et de genre. Alors pour certains, c'est inclus dans l'inégalité sociale, mais c'était pour bien montrer qu'on travaillait là-dessus. Donc la santé des femmes, on travaille sur ménopause, donc par exemple l'évolution de la prise des traitements de la ménopause suite à la crise, on peut dire, du traitement hormonal par exemple. On travaille sur les liens entre sexualité et ménopause. On a travaillé sur les liens entre sexualité et ménopause dans Fécond, dont Stéphane et Alain ont parlé. On travaille sur les troubles pelviens, les algies pelviennes chroniques et l'endométriose, avec à la fois une perspective étiologique et à la fois une perspective de déterminant du recours aux soins pour troubles pelviens. Pour les soins primaires, on a un projet sur les parcours de soins avec Laurent Rigal, je vais le développer un petit peu. Et on travaille aussi sur les maladies chroniques et la prévention. Et on a beaucoup travaillé sur les dépistages des cancers gynécologiques chez les femmes qui avaient accès aux soins, c'est-à-dire qui allaient chez des médecins généralistes. Et on a montré en particulier que même chez ces femmes, il y avait des inégalités sociales, toujours en défaveur, bien sûr, des femmes du bas de la hiérarchie. Et on travaille aussi sur le genre. Et nos hypothèses, qui sont souvent malheureusement vérifiées, c'est que la prévention, par exemple cardiovasculaire, la prévention primaire cardiovasculaire, est moins bien faite en médecine générale chez les femmes, c'est-à-dire qu'on recherche moins souvent les facteurs de risque cardiovasculaire chez les femmes, et en plus, les médecins hommes ont des pratiques encore plus genrées que les médecins femmes. Ça veut dire qu'on a étudié des binômes, femme-médecin, patiente, etc. Et le pire des cas, c'est la femme qui est traitée par un homme médecin, en ce qui concerne la prévention des facteurs de risque cardiovasculaires. Voilà, par exemple, ce qu'on fait. Et je travaille aussi, on a aussi des travaux, par exemple, là j'ai commencé à travailler sur diabète et dysfonction sexuelle chez les femmes. On sait beaucoup de choses sur le diabète et la fonction sexuelle chez les hommes. Chez les femmes, on ne sait rien, parce qu'on ne s'est pas posé la question. Et donc, voilà, on va, par exemple, travailler là-dessus. Alors, ouf. Donc, je vais juste vous montrer, vous donner un exemple assez rapide. Il a fallu choisir une étude. Donc, malheureusement, on n'a pas été financé pour celle-là, mais je vais quand même vous la présenter.
Donc c'est une étude qu'on fait essentiellement avec Laurent Rigal sur les parcours de soins et la qualité des soins primaires dans la cohorte Constance. Et on s'intéresse au dépistage des cancers gynéco et aux principales pathologies chroniques. Comme vous le savez sans doute, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, actuellement c'est le médecin généraliste qui est donc le médecin traitant, le plus souvent c'est le médecin généraliste, et qui est le responsable principal de la qualité des soins. Or, ce qu'on sait bien sûr, c'est que la qualité des soins peut être liée à des tas de choses, dont la position sociale du patient, l'état de santé, le sexe des médecins, l'offre de soins locale, et donc et leur association. Et donc, en gros, nos objectifs, on veut analyser les parcours de soins. Alors, les parcours de soins, on n'a pas le temps du tout de dire comment on va les définir. En fait, le parcours de soins est une notion qui n'est pas parfaitement consensuelle. Donc, nous, ce qu'on va appeler parcours de soins optimal, c'est celui qui est centré sur le médecin traitant, avec une continuité et une coordination par rapport à toute l'équipe médicale que les patients devront voir, sachant que, par exemple, on sait que, compte tenu du vieillissement de la population et du développement des maladies chroniques, parfois, les patients sont amenés à voir un nombre assez étonnant de médecins sur une année. Et l'idée, bien sûr, c'est que si ce parcours de soins est coordonné autour du médecin traitant, la qualité des soins sera meilleure. Or ça, en fait, on ne le sait absolument pas. Donc c'est ce qu'on veut analyser. Et ce qu'on veut analyser, c'est l'effet de la position sociale des patients sur cette association entre parcours des soins et qualité des soins, et l'effet du genre, bien sûr. Et on veut aussi regarder, comme je vous disais, la concordance entre le genre du patient et du médecin. Et on a aussi une optique de décrire des variations géographiques de qualité des soins, en faisant des analyses contextuelles. Et juste, c'est quelque chose qu'on vient de faire dans une autre étude. On a travaillé sur les données de l'INPES, les baromètres médecins généralistes, et on a montré que les jeunes médecins généralistes se désinvestissaient de faire des frottis. Et on a fait une étude dans le temps, et on a montré aussi que les inégalités sociales dans un département jouaient aussi sur le fait que les médecins généralistes faisaient moins de frottis. Donc voilà, tout ça, c'est ce sur quoi on travaille. Et après, oui, alors ça c'est les thèses. Bon, je vais aller très vite, je n'ai même pas, c'est pas sympa pour elle. Non, mais il y a une thèse sur donc, la modélisation de l'incontinence urinaire. On a 2 thèses sur l'incontinence urinaire, ça fait partie des troubles pelviens, avec Xavier Fritel. Je co-dirige une thèse avec Laurent Beckmont sur la prise en charge du diabète chez les sujets âgés par des médecins généralistes. Et avec Marie-Jo Sorel, on travaille sur l'emploi des femmes pendant la grossesse. Et après, c'est Caroline et c'est toi qui présente. Bon, Caroline Moreau n'est pas ici, comme vous le savez, elle est depuis quelques années à mi-temps à Johns Hopkins à Baltimore aux États-Unis, où elle développe donc un certain nombre de programmes de recherche, mais elle fait toujours partie de l'équipe. Donc elle travaille sur sur un certain nombre de thèmes, donc les intentions de fécondité, les pratiques contraceptives, les grossesses non prévues, l'avortement et les dysfonctions sexuelles. Alors ceci a été mené principalement dans le groupe qui était coordonné par Nathalie Bajos avec l'enquête Fécond en France, qui a généré 3 enquêtes en population générale sur plusieurs milliers de personnes entre 2010 et 2013. Et les travaux portent également sur des populations et sur des enquêtes ad hoc auprès de populations spécifiques telles que les jeunes adolescents et les militaires. Les perspectives conceptuelles d'analyse, donc, c'est les inégalités sociales, les normes de genre et les comparaisons internationales. Alors, ce que je vais vous présenter donc, comme programme spécifique et important de Caroline Moreau,
2 minutes. 2 minutes, oui. Voilà. Donc c'est l'enquête. C'est l'enquête COSEMIL 3, d'accord. C'est l'enquête COSEMIL donc sur le comportement sexuel des militaires, qui est la première enquête en France, en tout cas, et même ailleurs, réalisée sur cette question, qui est en partenariat avec le ministère de la Défense, et qui est avec des échantillonnages à différents niveaux en métropole, à Djibouti et en Guyane, auprès de militaires d'actifs, donc qui sont plus ou moins impliqués sur des théâtres d'intervention, donc en différents endroits, et qui mesure donc la fréquence d'exposition et les facteurs individuels et contextuels associés aux risques infectieux, à la prévalence du portage des IST et aux violences sexuelles et prise de risque. Ce que nous a présenté comme résultat extrêmement intéressant Caroline Moreau récemment, c'était de nous montrer qu'en période d'activité, donc de guerre sur le terrain, l'activité sexuelle des militaires est beaucoup plus élevée que lorsqu'ils ne sont pas en campagne. Comme quoi, on peut supposer que l'activité sexuelle, que l'activité de guerre est un aphrodisiaque. Voilà. Donc il y a toujours donc un certain nombre. Oui. Que le sexe est un anxiolytique. Que le sexe est un anxiolytique. Peut-être. On peut dire les deux. Mais l'un n'exclut pas l'autre. Hein. Donc Nathalie Bajos continue donc à diriger un certain nombre de doctorants donc, sur les thèmes de santé reproductive. Voilà. Merci pour votre attention. Très bien, merci d'avoir été très efficace. Pendant que l'équipe vieillissement arrive, merci, oui bien sûr. Si tu peux te présenter juste. Oui, pardon. Donc Sylvie Mérine, équipe E3N E4N. Pour Virginie, comment est-ce qu'on peut étudier les parcours de soins actuellement qui sont quand même fortement balisés, puisqu'il y a des incitations financières à tout coordonner autour du médecin généraliste. En fait, dans mon sens, on voudrait regarder ce qui se passe. Parce qu'en fait, on n'a aucune idée de ce qui se passe selon les chercheurs maladies chroniques, on va regarder selon les ALD. Bien sûr, il y a une incitation, mais on n'a absolument aucune donnée. Je pense qu'il y a des gens qui font ça à l'IRDES, mais pas sur des données, à mon avis, populationnelles. Enfin, pas sur des données individuelles populationnelles, enfin, je ne sais pas. Et donc, je pense qu'on ne sait pas. Bien sûr, il y a des incitations, mais nous, ce qu'on voudrait regarder, c'est qu'est-ce qui se passe en réalité et est-ce que c'est lié à la qualité des soins, tout simplement. Juste une question. Qu'est-ce qu'on entend par qualité des soins? Alors justement, la qualité des soins, elle est tellement je suis complètement d'accord. On va faire ça d'une façon assez simple au début. On va regarder si les patients sont suivis selon les recommandations en vigueur pour le diabète, la BPCO. On va être assez soft. Très bien. Je me permets une petite remarque. Soins primaires et la dépression, le sexe ratio est de 2. Ouais. On ne sait toujours pas pourquoi. Et il y a vraisemblablement des histoires d'inégalité sociale derrière. Et il y a aussi, à mon avis, le fait que les questionnaires, mais ça Nathalie, elle avait bossé dessus, les questionnaires pour la dépression, ils sont genrés. Et en fait, on ne répond pas de la même manière. Mais bien sûr, si, Nathalie, elle avait bossé là-dessus. Ah, oui. Mais non, pas que les hormones. Oui, non, mais il y a ça. J'ai juste une remarque à faire sur les enquêtes fécondes. J'ai participé, moi, pas tellement à l'analyse de la thématique, mais plutôt j'ai profité de l'aubaine de l'enthousiasme de Nathalie Bajos et de Caroline Moreau pour expérimenter des choses autour de la fabrique de ces enquêtes. Et donc là, c'est en tant que producteur d'enquête que je dis ça, parce que les enquêtes fécondes sont des enquêtes téléphoniques, et je reviens sur les difficultés qu'on a à monter des enquêtes téléphoniques. Et donc on a répliqué ces enquêtes sur plusieurs supports, et dans plusieurs contextes, on a fait des études randomisées, et donc voilà, je plaide pour dire une chose. On a des difficultés à faire des enquêtes, les épidémiologistes pour les cohortes de malades, comme des gens en population générale. Il faut faire de la recherche là-dessus, et il ne faut pas simplement produire de la thématique sur les outcomes médicaux, etc., mais il faut se poser la question de la mesure et de la production de la mesure. Et donc il faut consacrer de l'argent, malheureusement, à la production d'enquêtes et aux recherches méthodologiques. Et donc voilà, donc je loue la bienveillance et puis l'enthousiasme de ces deux personnes notamment, parce que ça nous a permis de publier plusieurs papiers, il y en a encore d'autres qui sont en cours de publication,
Et c'est des premiers en France, et donc c'est bien parce qu'il y a des gens qui font des choses et qui décident de dépenser un peu d'argent pour faire ce genre d'expérimentation, qu'on améliore la production de connaissances, même dans le domaine médical. 100% d'accord. Archana. Alors, moi, je vais vous... C'est la dernière présentation, mais on va aller vite. Non, non, non. Donc, tu as apparemment, 20 il y a minutes des comme tout le étudiants monde. à 16h. Donc, en tout cas. Non, non. Tu prends ton temps. Donc, on travaille sur l'épidémiologie du vieillissement et les maladies liées à l'âge. Donc, entre nous, on a vraiment cherché pour trouver un terme sexy et cool pour représenter l'équipe, mais finalement, on a trouvé que équipe vieillissement. Donc, je suis désolée. Si vous avez d'autres idées, venez nous voir. Alors, l'équipe, pas pourtant, est jeune. Alexis et moi, on a le même âge, on est des vieux, mais les autres, tout le monde. Donc, c'est composé de. Non, ça ne marche pas, le pointeur. C'est composé de. Ça marche? Au milieu? Non, tout en haut, il y a un petit. Ah oui. All right, ok. Donc c'est composé de beaucoup de gens internes. Donc c'est essentiellement une équipe interne. Et les jeunes ont été recrutés dans les 5-6 dernières années. Donc on a beaucoup de jeunes, c'est une équipe jeune. Petite équipe, vous voyez, on travaille sur le vieillissement, mais on est jeune, c'est ça que j'essaie de vous dire. Et des étudiants, pas beaucoup, mais on a un certain nombre d'étudiants. Alors, on travaille, je vais un peu vous dire, expliquer notre façon de travailler et le pourquoi. Parler de notre travail sur la fonction cognitive, la fonction moteur et les maladies liées à l'âge, essentiellement la démence, la maladie de Parkinson et la maladie cardiovasculaire. Donc ça vous donne une idée de notre champ de recherche. Alors ça c'est le cadre conceptuel. Donc moi je ne vais pas utiliser les mots, je vais faire très attention, je ne vais pas utiliser le mot moléculaire ou translationnel. Mais donc il y a un certain nombre de, disons, facteurs de risque ou déterminants. Je ne sais pas comment on peut parler de ça, mais on est intéressé par les facteurs de risque génétiques, d'environnement, les variables socio-économiques. Ça c'est quelque chose qui m'intéresse moi particulièrement. Je viens de là, d'un labo qui travaillait essentiellement sur les facteurs socio-économiques. On est très intéressé par les comportements de santé, les facteurs de risque cardiovasculaire, métabolique, inflammatoire et les hormones. Alors, notre particularité, c'est de vraiment s'intéresser à cette continuum. Donc, on est intéressé par les phénotypes intermédiaires, donc ça veut dire tout ce qui est fonctionnement physique et cognitif, mais aussi la façon dont ces facteurs de risque ont un impact sur les phénotypes intermédiaires et après le lien avec les maladies. Les maladies que je liste ici et évidemment la mortalité qui en résulte. Donc pour expliquer pourquoi est-ce que c'est important de commencer la recherche sur le vieillissement si tôt, vous allez voir, on a montré le changement dans le fonctionnement cognitif par exemple à 45 ans. Est-ce que c'est important? Alors notre explication pour ça, c'est de parler de deux types de biais qu'on a quand on fait la recherche sur le vieillissement chez les gens âgés. Le premier, c'est le biais de sélection. Donc ici, vous voyez le lien entre la démence et le tabac. Donc si on mesure la consommation de tabac à 55 ans, c'est un facteur de risque pour la démence. Mais si on le mesure, la consommation de tabac après 70 ans, évidemment, cette population est sélectionnée. Les fumeurs sont morts. Je ne devrais pas dire ça, mais on ne voit pas le lien entre le tabac et le démence. Donc si on voulait identifier les facteurs de risque, c'est important de prendre en compte les biais de sélection. Alors l'autre chose qu'on voit, c'est quand on fait la recherche que chez les vieux, donc on commence la collecte de données chez les vieux, si on veut voir le lien par exemple entre le IMC et la démence, vous voyez, c'est les données, quand on mesure le IMC à 50 ans, l'obésité est un facteur de risque pour la démence.
Mais quand on le mesure beaucoup plus tard, on voit qu'il n'y a pas un lien entre l'obésité et la démence. Donc on voit bien l'effet de reverse causation. Je ne sais pas comment le dire. Ça veut dire que la maladie elle-même influence le niveau de facteurs de risque. Donc l'importance de commencer l'étude de vieillissement un peu plus tôt qu'on le fait habituellement. Beaucoup de cohortes qui travaillent sur le vieillissement commencent à collecter des données à 65 ans. Notre spécificité, c'est de le faire ça plus tôt. Alors, on travaille sur beaucoup de différentes sortes de données un peu partout dans le monde, mais il y a deux outils principaux. Le premier, c'est la cohorte Whitehall. Moi, je passe un quart de mon temps, un cinquième de mon temps à Londres, et je gère la partie fonction cognitive de cette cohorte. Donc, ça veut dire collecte de données, recherche de financement, supervision de collecte de données, et tout ce que ça implique. Les gens qui font ce travail savent ça bien. Alors, cette cohorte a été mise en place il y a 30 ans. Donc, on va fêter en novembre 30 ans de Whitehall 2. On voit les participants, ça prend 2 ans pour voir tout le monde. On les voit tous les 3-4 ans. On fait un examen clinique et un questionnaire. Et la partie vieillissement, donc la partie de mesure de fonctionnement cognitif et moteur, a été rajoutée en 97. Donc on a 4 vagues de données et on est encore en ce moment sur le terrain. Ça ne devrait pas dire funded, ça devrait dire ongoing. Alors l'autre cohorte qu'on utilise dans la cohorte, dans l'équipe, c'est la cohorte 3C. Alexis a été impliqué surtout dans la partie 3C Dijon pour mettre en place les mesures de fonctionnement moteur. Et vous allez voir quelques résultats. Cette cohorte a aussi 10 ans de suivi, non 15 ans de suivi maintenant. Et Marianne aussi utilise la partie hormones et les maladies cardiovasculaires pour ses recherches. Alors, je vais vous montrer quelques résultats pour vous donner une idée de ce qu'on fait. La première, c'est ce papier a fait beaucoup de bruit parce qu'il y avait une controverse. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de déclin cognitif avant 60 ans. Mais il n'y a pas de bonnes données pour regarder ça. Donc, quand on a eu les données, on a regardé ça. Vous voyez qu'on a assez de personnes dans chaque case, donc 45 à 49 ans. Dans chaque catégorie, on a assez de personnes et on a pu montrer un déclin dans chaque groupe d'âge. C'était ça l'intérêt de ce papier, de dire que même, évidemment, le taux de déclin est beaucoup plus fort chez les personnes âgées, mais même chez les jeunes, on voit bien le déclin. Donc si on voulait chercher les facteurs de risque pour ce déclin, il faut évidemment le regarder beaucoup plus tôt dans la vie. Alors, on travaille sur les facteurs socio-économiques, et vous savez que l'éducation est un facteur protecteur contre la démence. Donc l'idée c'était ici de regarder est-ce que quelque chose comme l'éducation a un impact sur l'intercept, si on parle d'un modèle longitudinal ou sur le taux de déclin. Ici on a pu montrer que le taux de déclin cognitif est dans la vitesse de marche est le même dans les 3 groupes. Mais vous voyez qu'ici il y a des différences importantes. Donc chez les gens qui ont plus d'éducation que les gens qui ont moins d'éducation. Alors, une autre partie, il y a eu un papier très intéressant par Epic Norfolk en 2008, publié dans PLOS Medicine par Katie Cole et son équipe, qui a commencé à regarder les comportements de santé dans les cohortes, dans les grandes cohortes. Et ils ont montré l'importance de regarder les comportements de santé pour la mortalité. Et alors, l'idée qu'elle a introduite, c'était de regarder les comportements de santé ensemble. Donc, nous, on a fait les choses pas avec la mortalité, mais avec le fonctionnement cognitif. Ici, vous voyez le lien entre, donc, quand on regarde les comportements seuls, ici c'est le tabac, et l'intérêt de ce diapo, c'est de montrer qu'on voit que la consommation de tabac, donc ça c'est, disons, à peu près 45 ans, on voit bien le déclin chez les gens qui fument, mais si le déclin qui est plus rapide, mais si on prenait en compte la mortalité chez les fumeurs, le déclin serait encore plus fort. Donc c'était ça en utilisant les modèles de joint. Ici,
Pour la fonction cognitive, on a aussi regardé l'impact de comportement de santé ensemble, mais je ne vous montre pas ça, mais je vous montre plutôt les comportements de santé, les mauvais comportements de santé, donc l'effet de clustering. On voit bien que si on augmente le nombre de comportements, le mauvais comportement, l'effet sur la dépendance, disability, est plus fort. Alors, cet intérêt pour les comportements de santé nous a poussé vers les nouvelles technologies. Donc, on a mis en place on a mis en place l'utilisation d'un accéléromètre qui mesure l'activité physique et le sommeil pendant 9 jours. Et il faut que je me dépêche. On a montré que, par exemple, l'activité physique mesurée par ces engins, si on regarde le lien, par exemple, avec l'IMC, il est 2,5 fois plus fort. Donc, le lien entre l'IMC et l'activité physique, si on compare autodéclaration par rapport à ce qu'on voit dans ces accéléromètres. Alors, je ne vais peut-être pas vous parler de ça, parce que c'est juste pour vous montrer qu'on travaille sur les facteurs de risque cardiovasculaire, métabolique, les marqueurs inflammatoires, mais pour parler, sans utiliser le mot, quel était le mot, moléculaire. On est de plus en plus aussi intéressé par tout ce qui est technologie metabolomics. Donc là, on a eu, je ne sais pas, 200 marqueurs qu'on a eu fait par un labo finlandais, et on commence à regarder le lien entre la fonction cognitive. Je ne vais pas tout vous expliquer, mais le problème était soulevé par Stéphane ce matin quand il a parlé de false positives. Donc quand on a autant de marqueurs, on cherche comment on arrive à avoir des liens qui sont vrais, entre guillemets. Alexis. Voilà, et donc au-delà du fonctionnement, on s'intéresse aussi à des maladies liées au vieillissement, comme la maladie de Parkinson ou la démence. Donc, vous voyez que les projections montrent que ce sont des pathologies qui vont probablement, dont le poids va augmenter au cours des années à venir. Et donc, par exemple, je vais vous donner quelques exemples de travaux qu'on a fait sur la maladie de Parkinson. Donc, d'abord, dans des études cas témoins, en nous intéressant par exemple à l'effet de l'environnement particulier des pesticides. On a fait beaucoup de travaux chez des agriculteurs qui montrent qu'il y a une relation, donc un risque augmenté de maladie de Parkinson chez les agriculteurs, probablement en raison de l'utilisation de pesticides, en particulier pour certaines cultures. Et on a fait pas mal de travaux aussi autour des études sur des interactions gène-environnement, comme par exemple ici, un exemple d'absence de réplication d'une interaction entre le café et un gène qui avait été rapporté et qui a été étudié dans un grand consortium. Et d'autres travaux qui concernent la maladie de Parkinson sont faits dans le cadre d'un consortium financé par un programme européen de très grande taille où il y a environ 30 000 cas et 30 000 témoins, avec en particulier le but d'implémenter des analyses de randomisation mendélienne pour essayer d'apporter des arguments en faveur de la causalité pour certaines expositions qui ont été impliquées dans la maladie de Parkinson, qui sont un peu compliquées à comprendre, comme par exemple un effet protecteur du tabac, qui est montré par toutes les études et qu'on n'arrive toujours pas à expliquer. On est aussi impliqué dans une étude de cohorte de 500 patients qui sont suivis annuellement, où on va s'intéresser aux troubles du comportement induits par les agonistes dopaminergiques. On a une collaboration avec l'équipe 9, donc E3N, E4N, pour valider les cas de maladie de Parkinson dans cette cohorte, avec un intérêt en particulier pour le rôle des facteurs hormonaux et des symptômes prémoteurs. Maintenant, on pense que la maladie de Parkinson est une maladie qui commence probablement 20 à 30 ans avant les premiers symptômes moteurs, en particulier par des troubles digestifs. Donc, c'est des choses auxquelles on va essayer de s'intéresser. Et puis, je coordonne un programme de surveillance de maladies neurodégénératives à l'Institut de veille sanitaire, donc, qui est fait à partir du SNIRAM, et où on s'intéresse donc à 3 maladies, la maladie de Parkinson, la démence, la sclérose latérale amyotrophique, qui nous permettent de faire des études de distribution spatiale, de tendance temporelle, d'études pronostiques, par exemple en étudiant l'agrégation entre les maladies neurodégénératives et le cancer. Il y a toute une littérature là-dessus. On travaille aussi sur la démence, et en fait on a peut-être quelque chose à discuter, parce qu'on a beaucoup de mal à identifier des patients déments dans le SNIRAM, donc c'est vraiment une difficulté.
D'autres maladies sur lesquelles on travaille, ça c'est plutôt le travail de Marianne Canonico, porte sur des maladies cardiovasculaires, avec, en raison des différences donc, entre les hommes et les femmes pour ces pathologies, des études qui portent plus spécifiquement sur le rôle des hormones endogènes, comme à gauche, ou exogènes, avec une étude cas témoin qui a été mise en place au sein de l'ensemble du SNIRAM, également de toutes les femmes du SNIRAM, et dont le rôle est d'étudier l'association entre le traitement hormonal substitutif et les pathologies cardiovasculaires, les AVC, la maladie coronarienne et les embolies pulmonaires. Et donc pour conclure, comme l'a dit Archana, donc les spécificités de l'équipe, c'est un peu de travailler sur le continuum en fait, qui va de la fonction du vieillissement en fait, fonctionnel au cours de l'âge adulte jusqu'aux pathologies comme la démence ou le Parkinson, avec donc un intérêt pour l'exposition précoce à des facteurs, et puis aussi beaucoup de travail sur comment identifier au mieux les patients, par exemple ici, déments et qui ont des troubles de mémoire. Merci. Bravo pour votre efficacité. Non, on a le temps de poser des questions, il n'y a pas de souci. Une question, moi c'est Archana, c'est sur le papier que tu as montré du BMJ, là où tu dis dans Whitehall, le déclin cognitif, finalement, on l'observe dès 55 ans, je crois, mais en fait, tu montres qu'il y a une... 45. 45. D'accord, mais le groupe témoin, le groupe le plus jeune, il a quel âge? 45, jusqu'à 45 et 49. Voilà. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que finalement, le risque, il commence, on ne voit aucun effet de seuil. C'est-à-dire que le risque, il est linéaire depuis le groupe le plus jeune jusqu'au groupe les plus âgés. Et du coup, ce que je me disais, c'est finalement, est-ce que ça ne peut pas encore commencer encore plus tôt? Nous, quand on regarde la fonction rénale de 18 à 90 ans, la cassure, elle est à 40 ans. Et donc, voilà, je voulais avoir un avis là-dessus. Absolument. Nous, on avait les données cognitives. Le plus jeune, ils avaient 45 ans. C'est un grand débat. Il y a eu un papier, et le premier auteur, c'est Trey Hayden. C'est publié dans Nature Neuroscience en 2004. Et il a dit très clairement, c'était la personne qui a dit ça très clairement, pas de déclin avant 60 ans. Donc nous, notre idée, c'était de juste montrer du déclin avant 60 ans. Mais c'est vrai que depuis ce papier, il y a d'autres gens qui sont allés regarder les données et ils montrent la même chose. En fait, tu vois aussi, il y a des gens qui ont fait il y a des papiers qui montrent le changement dans le cerveau. Il y a des gens qui maintenant disent que la fonction respiratoire, le maximal est atteint à 25 ans. Et après, c'est la stabilité ou le déclin. Peut-être que c'est la même chose pour les fonctions cognitives, mais on ne sait pas. Pour pouvoir donner une âge, ce ne serait pas possible. La seule chose qu'on peut dire avec notre papier, c'est que c'est bien avant 60 ans. Donc faire des études sur le vieillissement qui commence à 65 ans, c'est un peu compliqué. Alexis, tu as parlé d'un projet, j'ai là sur maladie neurodégénérative et cancer. C'était sur les bases médico-administratives. Oui, c'est un sujet qui est très compliqué en fait. Donc il y a des études aussi bien sur la maladie Parkinson que sur la démence qui montrent, alors pour la démence, un risque plutôt diminué de cancer qui va dans les deux sens, les patients cancéreux ont un risque diminué de démence et à l'inverse des démences. Mais le gros problème, c'est de savoir si c'est un biais de surveillance des patients. Par exemple, quand on a des patients déments, est-ce qu'on va faire le dépistage ou est-ce qu'ils ont la même manière de rapporter les symptômes? Donc c'est très compliqué. Pour la maladie Parkinson, il y a des résultats. Alors il y a bien sûr les patients parkinsoniens ont un risque diminué de cancer lié au tabac, très clairement. Et en revanche, ils ont un risque augmenté de certains cancers comme le mélanome. Et donc pourquoi étudier ça? Il faut vraiment des très grandes bases, d'où l'intérêt du Très bien. Moi, j'ai juste... Cette question-là nous intéresse beaucoup, nous. Enfin, je dis nous, c'est en psychiatrie, en pédopsychiatrie. J'en parlais ce matin. À partir de quel moment doit-on parler d'un disease? À partir de quel moment doit-on parler de mental health ou d'autres choses? C'est vraiment central comme question.
Juste qu'aussi, Parkinson et démence, il y a des liens avec dépression dans les deux qui sont extraordinairement compliqués Ouais. et voilà, enfin, discutés mais intéressants. Oui, je suis sûr. absolument, absolument, absolument. Puis juste pour mettre une touche d'espoir, toutes les formes de cognition ne sont pas forcément altérées de la même façon avec le vieillissement. Absolument. Absolument. Sur ce, merci à tous et bon week-end.